On t'a raconté quelque chose sur ta conception. Est-ce que les Deux-Sèvres ont une place dans ton existence? Tu sentais mauvais. Des souvenirs de religion et d'église. Quelle était ta position sur la sieste? Tu te souviens du moment où ta chevelure perdait de sa densité? Quelle est ta position sur la nourriture industrielle? Est-ce que tu as un savoir-faire inutile mais spectaculaire? Je sais sauter dans mon slip. Et je pense pas que ça soit hyper utile. Tu tiens ton slip comme ça et là tu sautes. À pieds joints, ouais. Et oui, c'est encore moi, le mug Smalltalk. Ceux qui ne me connaissent pas, regardez les épisodes précédents. Les autres, vous savez pourquoi je suis là. Pour vous parler de Squarespace, bien sûr, le partenaire qui nous accompagne sur cet épisode et qui nous permet de continuer de faire des Smalltalk de qualité. Squarespace, c'est quoi? C'est une plateforme de site web tout en un conçue pour vous permettre de mettre en avant votre business, vous démarquer et réussir en ligne. Concrètement, vous pouvez créer des sites web avec votre propre design, votre nom de domaine et vendre vos contenus, services et produits. Genre, imagine, t'es un mec qui a 142 chemises bleu ciel que tu mets plus parce que t'as décidé d'être stylé. Bah Squarespace, c'est fait pour toi. Tu crées ton site web en quelques clics avec un design super joli, genre design suisse. Tu crées ton nom de domaine, genre, je sais pas, les chemises de David quand il était pas stylé.com. Et tu les vends toutes. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde a des chemises bleu ciel, ça redevient à la mode, et toi, après, t'as envie de mettre des chemises bleu ciel. Donc t'en rachètes sur le site d'un autre gars créé sur Squarespace. Les chemises de David quand il était pas stylé, que je revends à David parce qu'il a changé d'avis.com. Bref, tout ça pour dire que Squarespace, c'est super facile. Inscrivez-vous dès maintenant sur squarespace.com pour bénéficier d'un essai gratuit de 14 jours et profiter de 10% de réduction avec le code SMALLTALK10, condition en description de la vidéo. Et tout de suite, votre Smalltalk. Combien de marques de minéral tu peux reconnaître quand tu les bois? Ah, quand je les bois? Ouais. Ah, ça c'est de la Vittel. Ah ouais, Ouais. La Vittel, moi je peux pas tout de suite, je régurgite. Tu régurgites, mais tu te dis, c'est de la Vittel. C'est de la Vittel. Volvic. Ouais. Bien sûr. Ouais, ça, pour moi, Bien c'est la sûr. meilleure cam. C'est la meilleure Mais cam, bien la sûr, Volvic. bien Parce sûr. qu'il y a, elle accroche un peu Mais dedans. oui, Il y a une oui. sorte de petite. Et c'est la roche. Oui, c'est ça. C'est ça. Bien sûr. Alors qu'elle est très peu minéralisée. C'est ça, Ouais. là, tout le paradoxe, je crois, de la Volvic. On est Volvic. On est... Essentiellement. Et c'est ce qui nous rassemble. Hein. Je crois. Pour l'instant, on Ouais. apprend à se connaître. Donc, Oui. Pour l'instant, ça fait déjà un point commun. voilà, assez, ça fait assez déjà massif. un point commun. Et on est d'accord que l'Évian, elle est sur le chemin de la Vittel. C'est-à-dire que... Elle a tendance à se vitalliser. Depuis quelques années, on Ouais, assiste à et une c'est bien vitalisation de regrettable. l'Évian, ouais, tout à fait. Non, mais il y en a qui adorent ça. Hein. Il y en a des neutres, après, il y en a des... genre la cristalline, je sais pas si je la... Laisse tomber. Ouais. Laisse tomber la cristalline. Laisse tomber la cristalline. Et les nouvelles, là, les abattilles. Oui, bien. Ouais. Et les Chandelson. Châteldon. Châteldon. Ouais. Châteldon, mais c'est de la pétillante. Oui. Et là, alors j'ai fait un test il y a pas longtemps. Moi, j'ai une machine pour faire de l'eau pétillante Ouais. chez moi, et j'aime beaucoup la Volvic. Et donc je me suis dit, je suis triste dans l'ensemble qu'il n'y ait pas de Volvic pétillante. Et donc j'ai pétillantisé Oui, la de la Volvic. Volvic, et je me suis rendu compte que vraiment je voyais pas la différence avec la pétillantisation de l'eau du robinet, et donc j'ai cessé. J'ai été raisonnable, disons. Parce que c'est peut-être contre nature aussi avec la Volvic. Ouais. Je Il y a une sorte de discrétion d'un côté crois. et de... Ouais, c'est possible. La Volvic, par essence, est modeste. Ouais. C'est pas la Châteldon. Alors que la pétillante... Ah bah non, tout à fait. Ou Vichy. Oui, à Vichy. Ah oui, mais ça c'est salé. C'est un peu salé, ouais. On a l'impression qu'on a mis du sel dedans. Philippe Catherine, bonjour. Oui, pardon. Bonjour. Je me souviens parfaitement de la première fois où j'ai entendu parler de toi. C'était en 1999. C'était l'année de mon bac. Et j'étais chez mon amie Anne, rue Mariotte à Paris. Et elle m'a dit, tu connais Philippe Catherine? C'est génial. Et elle a mis une chanson de toi où tu as rendez-vous avec quelqu'un et tu l'attends. Oui. Et puis en fait, il est mort. Nous avions rendez-vous au jardin botanique. En fait, je crois que ça me touchait fort. Ouais. Puis j'ai cessé de l'écouter. Et puis pour préparer cette interview, je l'ai réécouté en entier Oh là. hier matin. Oui. Et j'ai pleuré du début à la fin. Anne est toujours vivante. Ouais. Anne est toujours vivante. Mais disons, beaucoup des gens proches de moi de cette époque Oui. sont plus là. Et ça, c'est triste. Voilà, j'ai commencé par quelque Mais chose non, mais d'extrêmement triste. je recueille ces Oui. témoignages autant qu'ils sont. Ben oui, parce que Il y a dans les larmes aussi parfois de la délectation. c'est ça. Toi, tu aussi. Toi, tu as quelque chose de cet ordre-là, d'une sorte de volupté dans la tristesse ou pas? Parce que c'est jamais la majorité. Non, mais je peux pas m'y complaire vraiment. Ouais. Je m'y complais peu. Mhm.
Mais j'ai un problème, moi j'ai les glandes lacrymales bouchées, alors je peux pas pleurer vraiment. Oui, mais elles sont bouchées pour de vrai ou c'est une boucherie métaphorique? Elles sont bouchées, et je l'ignore, je sais pas s'il y a de la mie de pain dedans ou quoi, mais ça ne sort pas. Oui. Donc il peut y avoir un peu d'humidité, mais rien de très convaincant. Je suis très déçu là-dessus. Oui. Mais c'est une forme d'impuissance. Donc vraiment, même les grandes tragédies de ton existence, il n'y a Non, pas eu ça, c'est pas liquide, quoi. Et je ressens la tristesse, ça je peux ressentir, mélancolie, etc. Mais pas de glande lacrymale ouverte, ou en tout cas active, vraiment. Et est-ce que... Parce qu'il y a un effet des larmes sur les autres. Quand on pleure, les gens en face, ils font « Oh, il est triste ». Et du coup, les gens, avec toi, ils peuvent pas se dire ça? Non, ils passent leur chemin. Ils sont pas au courant que je suis désespéré. Ouais. Ça m'arrange bien d'ailleurs. Oui, mais parce que déclencher la pitié, vraiment. Mais il y a pas l'idée. Philippe, il a pas de cœur parce que regarde, il pleure pas. Bah bon, je le dis là, mais ça reste entre nous. Oui. Mais est-ce que le cœur se transforme en larmes? C'est pas obligatoire, je pense. Ouais. Je dirais pas ça quand même. Je me souviens aussi que j'étais un peu fier parce que t'étais beaucoup moins connu à cette époque-là que maintenant. Oui. Et j'étais un peu fier d'écouter Philippe Catherine. Je trouvais que j'avais des goûts pointus, précis. Et ensuite, brusquement, au milieu des années 2000, t'es devenu une star. Et j'ai ressenti comme une sorte de petit truc de genre... Oh, je suis moins singulier d'aimer Philippe Catherine mais complètement. Ah, mais c'était d'un snobisme total. C'était pas non plus, ça m'a pas mis par terre. Mais disons qu'il y avait et j'avais envie de dire genre, mais moi je l'écoutais avant qu'il soit super connu. Toi, c'est étranger à toi ce genre de petite vanité débile? Un peu, j'avoue que quand j'aime un groupe. Je suis heureux de partager sans avoir à convaincre la famille ou les voisins. Donc je suis heureux déjà pour le groupe parce que c'est toujours bien de partager ces chansons avec le max. Ça peut poser des problèmes aussi, mais enfin je suis heureux pour le groupe ou l'artiste et je ressens pas cette chose-là de snobisme. J'ai pas de notion de propriété. Un groupe ou un artiste n'est pas à moi. Alors, j'ai pas de problème à ce qu'il soit au plus grand nombre. Non, mais c'est bien, pas de fierté, un cœur pur. Pas de larmes, mais un cœur pur. Ben, j'ai pas le goût de la propriété, ça c'est sûr. Tu es né en Vendée. Non, tu n'es pas né en Vendée, tu es né dans les Deux-Sèvres. Est-ce que les Deux-Sèvres ont une place dans ton existence, à part celui de t'avoir vu naître? Mes parents, ils sont passés à ce moment-là, quand j'ai toqué à la porte. Ils étaient à l'église, 11h30. Oh là là, panique, il faut aller à la maternité, chérie. Donc c'était à l'église que c'est passé que j'ai voulu sortir à ce moment-là. Puis je suis né quelques heures après dans les Deux-Sèvres, effectivement, à Thouars. Donc j'ai eu toute ma vie, évidemment, ce jeu de mots aléatoire. Aléatoire. Oh, il est bien celui-là. Ouais, c'est mon papa, il disait ça, c'était un amoureux du vocabulaire. La langue française, aléatoire. Mais c'est comme... ça a résumé un peu, ça résume le parcours de chacun d'ailleurs, mais enfin... En tout cas, le mien. En fait, aléatoire, en fait, c'est comme tous les jeux de mots, c'est rare que ça provoque l'hilarité, mais on fait bien, je suis content, c'était agréable dans mon visage ce qui vient de se passer. C'est-à-dire, il y a des jeux de mots qui font sens. Aléatoire, en l'occurrence pour l'histoire de la famille. Ça l'était. Bon, pourquoi ils étaient là c'est un peu... Mais alors, par hasard. Ils étaient à cette église de Thouars par hasard. Il y avait pas de, ils se trouvaient, ils passaient par les Deux-Sèvres. Tiens, il y a la messe. Hop. Et non, ils ont habité 1 an là-bas. Ah oui, tout de même. Et puis après, on a habité une résidence dans le bocage de la Vendée, au bocage. Et puis après, ils ont fait construire une maison dans la ville de Chantonnay, où j'ai grandi. Et là, pour le coup, c'est en Vendée. C'est quoi le premier souvenir de toute ton existence? Le premier souvenir. Dans le ventre de ma maman. J'étais bien dans le liquide amniotique
je remets comme ça, et c'était le moment de bonheur. Qu'est-ce que j'aimerais y retourner encore aujourd'hui? Oui. Mais bon, ça lui dit rien, la pauvre. Mais oui, Et j'étais vraiment bien. Bah oui, parce qu'il n'y a pas d'apesanteur et tout ça. Oui. Et puis on est nourri, logé, quoi. Oui. C'est un peu étroit, mais on peut faire des petits trucs comme ça. Vous vous en souvenez aussi? J'ai Tu des t'en souviens, réminiscences. on se tutoyait? On se tutoyait. Jadis? On se tutoyait, mais moi, demandait de tutoyer. on peut cesser de se tutoyer non, au milieu de l'interview. ça serait C'est un peu grossier. triste, c'est un peu triste. Ça serait triste, ouais. L'éloignement. L'éloignement. À mesure qu'on se connaît, Ouais. qu'on apprend à se Ouais. connaître, on s'éloigne. Ça serait dans une relation, c'était un échec. C'est un échec. C'est comme arrêter de vivre ensemble. C'est vraiment pas. Tu peux me vous voyer, s'il te plaît? Oui. Merci. Très bien. Alors, tutoyons-nous, excuse-moi. Oui. Donc, Oui, en fait, c'est plutôt que j'imagine ce que ça doit être. Je peux pas dire que j'ai des souvenirs particuliers. Dali, il le disait pour de vrai, qu'il avait des vrais souvenirs de. Et je le dis aussi. Ouais, ça c'est vrai aussi. Ça, Oui, j'avais les sons qui étaient magnifiques, qui étaient les sons de 68, hein. Oui. Des événements à la télévision. Dany le Rouge. Dany le Rouge, oui, ça devait être un peu sourd comme ça, mais on sentait qu'il y avait quelque chose qui se C'était passait. plutôt des pavés dans la mare Oui. que j'entendais. Donc ça c'est la chose la plus ancienne alors de ce côté-ci de l'utérus. Quels sont De l'autre côté? Oui, oui. Ah bien, quand je suis passé à Porte, la grande porte. Oui. Eh bien, mon premier souvenir, c'était vraiment la construction de la maison. Je vous ai parlé. Oui. À Chantonnet. La petite planche, parce qu'il n'y avait pas d'escalier pour passer. Oui. Et puis l'idée que j'essaie d'attraper le robinet. Je suis trop petit pour y arriver. Et donc ça. Et je m'en satisfais d'ailleurs. Oui. Il n'y a pas de frustration. Il n'y a pas de frustration à ne pas attraper le robinet. Non, au contraire, on va tirer l'eau pour moi. Ah oui. Ouais. Oui. Et c'est mon premier souvenir, quoi. Oui. Et donc ça, 3 ans. Oh ouais, à peu près 3 ans. 1971. Ouais. 2 ans, 2 ans. Ouais. 2 ans parce qu'après je suis allé à l'école avec ma maman, c'était ma maîtresse. C'était la maîtresse de Chantonnet et donc ta maîtresse à toi. Et ça. Ma mère était ma maîtresse, ouais. Sympa ou dur? Sympa pour les psys qui ont suivi, ouais, bien sûr. Bien sûr. Le divan. Ouais. Mais sur le moment, les camarades, c'est genre toi, parce que c'est ta mère la maîtresse. Ouais, il y a une confusion, autorité et tendresse, puis injustice quand on est puni par sa propre mère. C'est des souvenirs qui sont pas affreux, mais qui vous construisent tout de même. Mais injustice, t'avais rien fait et ta mère t'a puni à l'école? Oui, j'ai subi cette injustice. Ah oui. Ouais. Elle s'en souvient pas, sûrement. Et c'était quoi la punition? Et c'était quoi la J'étais dans le coin. Oui. Alors maintenant, c'est vrai que quand je rentre dans une pièce, je me mets jamais au milieu, je me mets toujours dans les coins. Oui. Parce que c'est là que je me sens bien quand je vais au resto. On vous a réservé votre coin, oui. Monsieur Catherine. Oui. Parce que c'est là que je préfère être, quoi. Éternellement puni. Hein. Oh. Et c'est lié à cette punition originelle? Je pense que oui. Ouais. Je pense que oui. Mais ce qu'il y a de bien d'être dans les angles, c'est qu'on voit très bien la pièce. C'est vrai, on voit mieux. Puis on est en sécurité aussi. Alors qu'au milieu, on voit rien. Ouais. Puis on est en sécurité. Comme les mafieux qui c'est pas du tout mafieux, hein, mais les mafieux qui se mettent jamais dos à la porte. Ouais. C'est vrai. C'est un peu le principe du coin aussi. Ouais, c'est un réflexe. Tu croyais en Dieu très tôt? Oui. Est-ce que ça avait un rapport avec une association qu'on fait dans sa tête, mais ça avait un rapport avec la Vendée? Oh bah oui, parce que c'est sûr, je serais né en Inde, ça aurait été un autre dieu. Oui, plusieurs. Là, c'était le dieu catholique, celui que... c'est-à-dire qu'à 3 mois, on m'a pas demandé mon avis, j'étais baptisé, le l'eau bénite. Oui. Voilà, ma seule eau minérale, l'eau bénite. Oui. Mais après, c'est une entrée dans la vie qui laisse moins de traces que d'autres rites de ce genre-là, parce qu'il y a pas on ne coupe rien dans le baptême. Absolument. Voilà. On peut peut-être se débaptiser intellectuellement, on peut pas se remettre on vous coupe quand même l'opportunité d'avoir le choix. C'est vrai. Tout de même, parce que quand on est baptisé, c'est ta vie. On peut pas se débaptiser. Ouais. Je pense pas. Dieu, c'est pas reconnu par la juridiction de Dieu. Je sais pas ça, mais enfin, il y a comme on peut se réorienter, certainement. Mais enfin, on a reçu de l'eau bénite quand même, alors qu'on n'était pas en âge ni de parler, ni de marcher. Et des souvenirs de religion et de
et d'église. Oui, énorme. Si l'odeur, bien sûr, l'odeur de l'encens, la température, et surtout des souvenirs iconographiques qui me perturbaient tellement. C'est-à-dire que moi, je voyais de l'érotisme jusqu'à l'âge de 13-14 ans. Je voyais... C'est-à-dire, vous avez Jésus qui est descendu de la croix, main trouée, avec un linge autour des hanches, des femmes hurlant de douleur à ses pieds. Je veux dire, j'ai vécu comme ça. Volupté dans la tristesse. Mais c'était volupté, ouais, bien sûr. Marie-Madeleine qui lave les pieds de Jésus et qui les essuie avec ses cheveux. Oui, ça c'est porno, ça. Je veux bien être gentil, mais... un adolescent, vous vivez avec cette imagerie qui semble insensée et qui me plaisait tant, dans laquelle je pouvais me complaire. Mais vraiment, donc enfant, il y avait un érotisme de Jésus, une sorte dans ses pâmoisons, dans ses trucs, il y avait dans l'extase devant Dieu, il y avait extase devant le. Ouais. C'est tôt. Mes premières, j'allais dire, mes premières expériences personnelles, érotiques, c'était me mettre dans le corps de Jésus, le corps du Christ. L'incarner ou... L'incarner, et m'en délecter. Je suis Jésus, je souffre et je bande. C'est une association, mais elle, pour moi, elle a du sens. Ouais. Je pense qu'il peut y avoir des gens qui font n'importe quoi. Moi, je crois que je vois très bien, en fait. Ouais. Vous êtes baptisé vous-même ? Non, moi, je suis juif. Alors, très bien. Je suis baptisé, mais donc je fais ça, mais j'étais un peu attiré. Je me suis enfant par le. Alors ça m'était un peu étranger parce que c'était mes amis qui allaient à l'église et j'avais un peu envie de faire partie de ce truc-là parce que l'imagerie, je me trouvais quelque chose de très sympa. Je sais pas si j'y voyais quand même de l'érotisme, mais ou peut-être moins consciemment que toi. Alors attention, je ne voyais pas que ça. Oui, enfin, ça m'apportait quand même jusqu'à l'adolescence très très fortement. Et pourquoi Et il y a eu une rupture alors ? Pourquoi est-ce que... Et puis il y a aussi la magie des histoires. Oui. La magie, Jésus qui marche sur l'eau, c'est classe, c'est très classe. C'est la magie, quoi. Ouais. Et puis il y a une rupture, c'est-à-dire que je me contentais plus d'être dans le corps du Christ. Ouais. Mais je préférais ailleurs. Il y a un truc quand même avec effectivement Jésus qui marche sur l'eau, qui fait le pain, là, tout ça, qui transforme l'eau en vin. Il se la raconte un peu. Ouais. Mais c'est un héros. Oui, mais d'un autre côté, il a ce truc de l'incarnation de l'humilité suprême, et d'un autre côté, il dit attends, t'as vu ce que je peux faire quand même. Ouais. Bien sûr. Petite contradiction dans Jésus. Ben c'est ça qui est génial chez lui. C'est vraiment la rockstar par excellence pour moi. Hein. C'est à la fois bourré de défauts, contradictoire, et dans le lyrisme absolu. Et aussi la satisfaction de soi, il faut bien le dire. Hein. De toute façon, l'Église est toujours à lutter contre ça, à ne pas se voir partout. C'est-à-dire que le panthéisme, c'est ça. Hein. On se voit partout, dans les fleurs, dans un coquillage, partout. C'est Dieu. Oui. Dieu est là partout. Et là commence au fond une forme de folie. Comment on dit de la toute puissance, quoi. Il y a un autre mot pour ça, mais enfin. Il reste Dieu. Tu crois toujours en Dieu ou pas ? Non, je crois aux images. Il y a eu une petite rupture ou pas ? Il y a une rupture. Qui est liée à un événement précis ou ça s'est délité ? Oui, Laurence, ma première petite amie. Oui. Quand on a fait la chose. Oui. Eh bien, je dis adieu à mon appel, à l'appel qui m'avait été fait de rejoindre le clergé. Qui t'avait été fait ou que tu t'étais fait à toi-même ? On m'avait appelé. J'ai reçu la lumière. Oui, d'accord. Ok. Ouais. Et il a été question donc que tu sois... Oui, longtemps. Et puis cet événement charnel m'a détourné de ce chemin lumineux. Mais est-ce que tu penses que c'est parce que tu t'en considérais plus digne, ou alors parce que genre en fait là il y a Dieu là aussi. Il y a Dieu là voilà, aussi. C'est ça, en fait. exactement. Voilà. Ouais. Je voyais Dieu aussi là. Ouais, okay. Mais les deux sont incompatibles, ce qui était toujours une question folle quand on y pense.
pourquoi est-ce qu'on interdit encore aux curés de se marier? Enfin, ça explique bien des dérives quand même là. Il faut, enfin, je sais pas. Et quel âge avec Laurence? 16 ans. 17 ans. 17 ans, ouais. Et histoire d'amour ou histoire d'amour, bien sûr. Et où est-elle aujourd'hui? Eh bien, on est en contact. Elle est dans l'ouest de la France. Ouais, on est en contact régulièrement. Et vous êtes jamais quitté de vue? Perdu de vue, quoi? Non, jamais. Et pourquoi ça s'est arrêté? Difficile à dire. Moi, j'avais des préoccupations je sais pas si c'était les siennes. Elle aurait son mot à dire. Son interprétation des faits. Mais bon, moi, j'allais à Rennes, j'allais suivre des choses. Je commençais à vibrer un peu de tout, de dessins, de chansons, je voulais cinéma, je voulais tout découvrir. Oui. Et puis, nos chemins se sont séparés déjà géographiquement. Et puis après, des liens se sont défaits, mais pas définitivement, comme je viens de vous le dire. Oui. Et elle fait quoi aujourd'hui, Laurence? Elle est dans l'éducation nationale. Ok. Donc là, on a fait quand même un fast-forward de la... Mais c'est ma life qu'on dit, qu'on raconte là. En grande partie, oui. Ah, ouais. C'est-à-dire que l'idée de Small Talk, c'est on parle de tout sauf de ce pourquoi les gens sont connus. Ah bon, d'accord. Est-ce que tu te souviens de ta maternelle? Est-ce que... et des chansons que tu chantais à la maternelle? Ouais. Il y avait quoi? Bon, alors il y avait un mélange, on est dans le bocage vendéen, il y avait un mélange de patois, des chansons en patois, des proverbes en patois, c'était quand même assez ancré. Quand l'étions jeunes, les tombernaises, rien que tous les jus dans notre maison, des trucs comme ça. Et c'était quoi les mots qui... Enfin, je pense que j'en ai eu 2 ou 3, mais peut-être pas tous. Quand l'étions jeunes, les tombernaises, ça veut dire quand on était jeunes, on était bien... C'était le bonheur, quoi. Rien que tous les deux dans notre maison, on était tous les deux dans notre maison, on était bien. Ouais. Un petit buffet, et puis 4 chaises. Juste un petit buffet et 3-4 chaises. Oui. Et ta belle là, tout notre bain. C'était bien là, tout notre bien. C'était des choses comme ça qu'on chantait. Toute la cosse sera baisée à Gornoy, des abreuvoirs seront baisés et ben baisés, qu'on se le dise. C'est-à-dire tous ceux-là qui attraperont des grenouilles dans des abreuvoirs, ils se feront attraper, ils se feront punir, quoi. Ils seront baisés et ben baisés. Parce que c'est pas bien d'attraper des grenouilles dans les abreuvoirs? Non, il faut laisser vivre les grenouilles dans les abreuvoirs. Oui. Donc c'était ce genre de chansons qu'on avait en tête. Oui. Alors de mélange de religieux, de chansons religieuses, enfin catholiques, qu'on chantait à la messe, et puis aussi beaucoup de variétés françaises qui passaient à la télévision. Alors là, moi j'ai 10 ans en 78, donc c'est Mariti Gilbert Carpentier, des chansons de Dalida, Claude François. Tout ça donc à la maternelle et à l'école primaire. Oui, tout à fait. Moi je pense qu'il y a une chanson qu'on chantait quand j'étais tout petit qui s'appelait, c'était Colchique dans les prés. Colchique dans les prés, fleurissent, fleurit. Et j'ai l'impression qu'elle a disparu un peu des radars. Les gens, vous connaissez Colchique dans les prés? Bof. Moyennement. Moyennement. Je crois que ça s'éteint avec les nouvelles générations. Il n'y a plus de Colchique dans les prés. Colchique dans... Ça commence comment? Colchique dans les prés, fleurissent. Alors, essayons en canon. Ça va marcher? C'est faisable. Colchique dans les prés, fleurissent. Colchique dans les prés, fleurissent. Je me suis perdu mes moyens. Mais le canon, c'est l'art de la conversation Mais oui. Et il faut musique. Et il faut arriver à rester sur son chemin sans être contaminé par l'autre. Et là, j'ai été contaminé par le chemin. Oui, mais tout en ayant conscience de ce que l'autre fait. Oui. C'est un art ancestral de la musique qui est absolument génial. Si vous écoutez Moondog, le deuxième album de Moondog en 1971. Il y a des canons dans tous les sens. C'est que des canons. Et c'est une splendeur. C'est-à-dire, c'est tous les jours le printemps. Hein. C'est-à-dire, tout le monde s'entend bien, quoi, dans ce disque. J'ai été troublé là. Je propose qu'on recommence à la fin de l'interview quand j'aurai un petit peu repris mes esprits et on pourra essayer de refaire Colchique. Ça marche très bien aussi avec Frère Jacques. Oui, ça Frère Jacques, je crois que je sais. Mais donc, avec Colchique parce qu'il faut quand même... On peut pas tout chanter en canon. C'est-à-dire qu'il faut que ça reste dans le même accord, en fait.
Oui, voilà, c'est toute une science. Ouais. Ou alors, tu peux chanter en canon, mais ton harmonie, si tu reprends l'écho, va être avec une harmonie différente, si tu veux changer d'accord. Ouais. C'est tout un... Et là, c'est plus dur. Là, il y a un petit niveau supplémentaire, en fait. Là. Plus dur. Mais c'est fabuleux à exercer, en tout cas. Ouais. À la maternelle, on oblige souvent les enfants à faire des siestes. Quelle était ta position sur la sieste à l'époque ? Est-ce que tu y étais hostile ? Est-ce que tu l'accueillais comme elle venait ? Ou pas ? Non, moi, j'accueille toujours. Ouais. Je suis très... Pas énervé par la sieste ? Ah non. Je n'étais pas du tout hyperactif. Ouais. Non, pas du tout. T'es quel genre de petit garçon ? J'étais très rêveur. Ouais. C'est ce que je vois dans les bulletins, tout ça. Puis rien n'a changé vraiment. Ouais. Je suis très rêveur et puis j'exerce toujours la sieste, 1h60, dès que je peux. Ouais. Ouais, j'empile 1h60. Depuis la maternelle ? Ah ouais. Sans discontinuer. Ah oui, ça, c'est un grand privilège. Ouais. Petit ami à la maternelle ? Des amours, bien sûr. Qui consistaient en quoi, du coup ? Ah, des amours, bon, bien sûr, chastes, de rêve. J'étais bi quand j'ai commencé à aimer. Donc j'aimais un garçon qui s'appelait Eric. Et c'était chaste, je l'admirais, je regardais sans arrêt. Et puis une Sophie aussi, que j'aimais beaucoup, que j'ai revue il n'y a pas si longtemps. Sophie, dont j'étais follement amoureux. J'étais pas le seul garçon à en être amoureux, mais je me suis fait opérer du cœur quand j'avais 8 ans. Et elle m'avait écrit une lettre en me disant 1000 baisers. Je t'envoie 1000 baisers, Philippe. Et je me souviens très bien, sur mon lit d'hôpital, j'ai compté en fermant les yeux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, jusqu'à 1000. J'étais dans une euphorie, mais je me disais, mais si c'est ça la vie adulte, génial. C'est de recevoir 1000 baisers. 1000 baisers et les compter, ouais. Et de le prendre à la lettre, quoi. Jusqu'à m'en évanouir. Oui. Oh, c'est très bien ça. Douleur extrême de cette opération à l'hôpital ? Non. C'était cœur ouvert. Rêve psychédélique. Ouais. Ben, c'est les drogues, énormes. Énorme drogue. L'anesthésie. Ouais, et puis les 3 jours de réanimation. Et gros flash, gros trip. Et qu'est-ce que tu as vu dans ce trip ? Des choses affreuses, vraiment horribles. J'ai vu de la sexualité chez les infirmiers. Est-ce que c'était vrai, est-ce que c'était pas vrai, j'en sais rien. Mais j'ai vu aussi ce qu'il y avait derrière, c'est-à-dire ce que j'ai pris comme étant la mort. Oui. Multicolore, souple, un idéal de vie, la mort. Oui. C'est ce que j'ai ressenti. Donc il y a un doute sur le fait que les hallucinations sur la sexualité des infirmiers et des infirmières ne soient en réalité pas été des hallucinations et qu'il y a eu vraiment des infirmiers et des infirmières. Il y a doute. Ouais. Parce que j'en ai parlé à ma mère, j'ai dit bon non, arrête tes conneries. Je lui dis attends, je pourrais te dessiner les positions les yeux fermés, que je lui dis fais pas ça. Ouais. Bon, parce que ça n'a pas du tout été un traumatisme. Mais... T'avais 8 ans quand même. Il y a 8 ans. Belle notion de je savais reconnaître ce qui se passait très bien. C'est-à-dire que quand on a 8 ans, on entend des choses et puis ça vous paraît dangereux parce qu'il y a quelqu'un qui semble en danger, qui crie. Pas normal, quoi. Vous n'êtes pas du tout dans un truc érotique, c'est plutôt du danger. Ouais. C'est un peu le même truc avec Jésus aussi. Avec Jésus, il y a un petit danger dans la crucifixion et aussi une volonté. Donc voilà. Tout est cul et chemise. Tout est cul et chemise. Et donc 8 ans et donc entre la fin de risque d'y passer quand même. Ouais. Ah oui. Et ça je sais. Alors moi je me souviens que moi j'ai jamais eu des bobos de cette taille-là quand j'étais petit, mais il y a un petit truc quand même où genre ça nous rend intéressant quand même. Moi je me souviens que ouais. Ah ben vous êtes au devant de la scène. Ouais. Ah oui. Et tu racontais genre ouais. Ah ben vous êtes, c'est-à-dire que quand je disais Sophie qui m'écrivait, c'était la classe entière qui m'écrivait des lettres et tout ça. Donc tout d'un coup, j'avais une place qui était, j'étais le chanteur quoi devant la scène. Et je pense que je veux pas faire de la psychanalyse, je suis jamais allé chez le psy. Mais enfin, j'imagine qu'on pourrait faire un lien entre ce que j'ai vécu à ce moment-là, où les projos étaient sur moi, et le plaisir que j'ai devant des caméras ou des projos aujourd'hui. Certainement, quand même. Mais c'était une époque où en fait, être en mauvaise santé, ça suffisait à faire des gens une star, en fait. Alors qu'aujourd'hui, il faut
faut se donner du mal quand on est adulte. Ça peut marcher quand même. Ouais. Ça peut marcher. Oui, c'est vrai qu'une belle opération à cœur ouvert aujourd'hui, je pense que ça... Oui. Non, c'est plus bénin aujourd'hui. Oui, c'est plus bénin que ça l'était à l'époque. C'est bénin. Hein. Aujourd'hui, aujourd'hui, ce genre d'opération, c'est bénin. Mais en 76, c'était quasi expérimental. C'est-à-dire, soit tu passais de l'autre côté ou pas. Ouais. Donc, faut imaginer la frayeur de mes parents. Parce que le cœur était fichu, était pas bien... Il y avait un trou dedans. C'est pas une bonne chose. Non. On préfère quand il n'y a pas de trou dans les cœurs. Exact. Ouais. Mais il y a beaucoup de gens qui ont ça, quand même, des malformations cardiaques de ce genre. Aujourd'hui, c'est très bien géré et tout ça. T'étais bonne élève à l'école primaire ou pas? Non. Non? Avec ta maman? Non, pas spécialement. Ma maman, c'est première année de maternelle. Ah oui, d'accord. Ah oui, donc ça va. Pas de classement. Hein. Ouais. Mais non, tout le monde gagne en première année de maternelle. Exactement. Non, je n'étais pas spécialement bon élève, je rêvais. Ouais. Donc j'étais un peu ailleurs la plupart du temps. J'ai gagné quand même en CP, ça c'est mon fait notoire, un concours national de dessin pour dessiner donc j'avais juste avant mon opération à 8 ans, pour dessiner la chef de Monsieur Seguin. Concours national et c'est moi qui ai gagné, Philippe. National, le petit Philippe de Vendée. Ouais. Et tu l'as toujours ce dessin? Non, je sais pas où il est, mais c'est moi qui ai gagné. Au moment de la Coupe du Monde, on devait faire un dessin et j'avais gagné la médaille d'or. Le dessin de la Coupe du Monde, tu l'as gardé? Non. C'est quoi l'histoire de la chèvre de Monsieur Seguin? C'est-à-dire que c'est une chèvre abandonnée toute la nuit alors qu'il y a des loups partout autour d'elle. C'est quelque chose d'atroce. Et attachée. Attachée. Elle est attachée. Donc elle peut pas enfin, c'est horrible. Elle est cernée par les loups. Enfin, il y a quelque chose de répugnant. Elle s'en sort? Je me souviens plus, mais je pense que non, évidemment, comme tout à chacun. Ouais. Ça se finit mal en général. Ça se finit mal, ce genre de truc, et on raconte ça aux enfants. Et elle décède. Voilà. Donc, il fallait la dessiner sous la tempête, avec des éclairs, avec des loups autour. J'avais très bien fait ça. Et puis après, on m'avait dit, t'as gagné, tu vas aller dans les Pyrénées. Ah bon, mais tout seul? Oui. Ah non, ça m'intéresse pas du tout. Pas du tout une bonne récompense. Je voulais pas être tout seul, attaché à un poteau avec des loups autour de moi. Je me suis identifié à cette chèvre. Tu gagnes le sort de la chèvre de Monsieur Seguin comme récompense. Moi, je me souviens quand j'étais enfant, j'aimais bien, et je sais que je suis pas le seul, faire du mal aux animaux. J'aimais, il m'est arrivé de tuer de petits animaux. Je me suis arrêté là, j'ai jamais tué des plus gros animaux ni des gens. Tué par instinct de survie? Ah non, par plaisir. Vraiment par joie, par sadisme pur, quoi. Ça résonne en toi, ça, ou genre toi t'étais d'une douceur folle avec les animaux? Non, j'ai testé aussi. T'as testé, oui. Quel type d'animaux? Je veux dire, j'allais pas vers des taureaux ou des chevaux, hein. On était vraiment... on était dans la mouche, la fourmi, hein. La mouche ou la fourmi, mais pas la grenouille, parce que la chanson disait bien qu'il fallait pas le faire. Tout cela que seront baisés des grenouilles, seront baisés, baisés. Et oui, donc bon. Non, ça, j'ai pas envie d'être bien compris la leçon. Non. Mais oui, bien sûr, j'ai fait ça. Mais sinon, j'ai fait ça, mais je me suis arrêté assez vite. C'est une voie sans issue. Sans issue légale. Oui, je crois. Oui. Ça mène à rien, la solution. Ça mène à une vie de mauvaise qualité pour toi qui tue les gens. Moi, je me souviens que je prenais des chatons par la queue comme ça, et je les soulevais et ils faisaient et je faisais comme ça. Mais sans les balancer contre un mur, n'est-ce pas? Ah non. Mon père m'avait raconté que lui, à l'âge de 6 ans, il avait tué un petit chat. Je vous prie de m'excuser, c'est horrible. Faut pas faire ça du tout, jamais. Il a tué un petit chat avec un bâton quand il avait 6 ans. Bon, c'était il y a très longtemps, c'était dans les années 40. À l'époque, comme si à l'époque c'était ok de tuer des petits chats, c'était pas ok non plus à l'époque. Mais ça l'a traumatisé intérieurement, et donc ça... Il était jeune à ce moment-là. Il avait 6 ans, quoi. Et on lui donnait cette responsabilité de vie et de mort. En tout cas, il l'a prise, quoi. Ouais. Et en tout cas, ça a eu des conséquences sur lui-même. Mais bon, il n'y a pas de raison qu'aussi de tuer une mouche soit, disons, moins important que de tuer un chaton. Je veux dire, il n'y a pas de raison. On peut s'attacher à une mouche. Les insectes sont des animaux domestiques. Ils vivent avec nous. Il faut plus la fantasmer, c'est-à-dire qu'il y a moins d'interactions claires et visibles avec une mouche. Les discussions que j'ai essayé d'avoir avec des mouches, moi, c'était un peu à sens unique, disons. Ouais. Mais c'est peut-être parce que je sais pas leur parler correctement. Ben voilà. Tu ne parles pas mouche. Je vais te vous voyer, tiens, pour ta peine. Je vais m'éloigner de toi. Connard qui sait pas parler la mouche.
Ensuite, collège cool, hiérarchie du cool. Où tu étais? Aristocratie du cool, classe moyenne du cool, prolétariat du cool. Moi, j'étais basketteur. Hein. C'était mon seul. Je ne pensais qu'à ça. C'est pas rien. Non, c'est pas rien. Je participais. Enfin, j'étais dans une équipe huilée, extrêmement brillante. Oui. On remportait tout et on était amis aussi. Donc, on était vraiment un groupe très, très, très soudé, puis imbattable, hein, surtout. Ouais. À notre niveau, on est d'accord. Donc le niveau de municipal 4, quelque chose comme ça, non? Comment ça, municipal? Non, je sais pas. Départemental. On a mis régional. On est allé en 8e de finale de la Coupe de France. Alors, bien sûr. Avec l'équipe de Chantenay. L'équipe de Chantenay, l'épine de Chantenay qui s'y frotte 6 piques. Et c'était votre slogan, bien sûr. Tu jouais à quel poste? Moi, j'étais ce qu'on appelle arrière aujourd'hui, c'est-à-dire à côté du meneur de jeu. Je suis pas très rapide, donc j'étais plutôt celui qui fait jouer les autres. Oui. Mais shooting guard, on dit en anglais. On dit ça, ouais. Le basket a tellement changé, c'est difficile et alors il y a eu des diagnostics parce que j'étais en équipe de Vendée, donc on était testé. J'avais très peu de détente. Vu ma taille, c'était pas un avantage. Une vitesse qu'on a qualifiée de modeste. Oui. Mais j'avais une qualité qui était sur ma fiche. Il sait faire jouer les autres. Oh. Il sait faire briller ses partenaires. Oui. Tu distribuais le jeu bien. Oui, j'avais une vision du jeu. Ouais. Merde. Et ça suffit à mener au 8e de finale. À mener jusqu'à chez vous, figurez-vous. Ouais. Oui, parce que je ne serais pas ici si je n'aimais pas jouer avec les autres. Ouais. J'ai fait des disques avec plein de gens, plein d'activités comme ça, que j'aurais pas pu mener à bien sans collectif. Sans le basket. Sans la joie du collectif. Il y a des gens du 5 majeur de cette époque-là, de Chantenay, qui ont continué leur carrière après toi ou pas? Genre dans le basket, oui. Non. D'accord. Il n'y a pas eu de Tony Parker Non, pas vraiment. C'est-à-dire que non. Oui, mais on était vraiment un vrai groupe. On savait jouer ensemble, quoi. Vraiment. Ouais. Mais vraiment. Tu sais toujours faire un peu? J'en rêve encore du basket. Ah ouais. Je rêve des fois des paniers, de ce qu'on aurait pu faire, ce qu'on aurait dû faire. En 1978, en Vendée. J'ai continué le basket jusqu'à Laurence, jusqu'à 86, ouais. Laurence, arrêt de la religion, arrêt du basket, d'autres tournants majeurs avec cette première fois? Encore? J'ai commencé la musique à ce moment-là. C'est un basculement total, enclenché complètement. C'est génial. Oui, parce que j'ai rencontré plein de gens au lycée, j'ai changé de lycée parce qu'au collège c'était un peu dur, enfin au lycée la première année c'était un peu dur. J'étais dans un lycée vraiment de droite, catho, en Vendée. J'étais un bouc émissaire et par réflexe de survie un peu, je suis allé dans un lycée public plutôt de gauche. Donc j'ai découvert au fond les gens de gauche, de mon âge. Ouais. Je savais pas. Oui. Je savais pas que il y avait d'autres façons de réfléchir. Oui. Alors, j'ai tout découvert à ce moment-là. Mais tu peux faire ça. On m'a donné un poste au fanzine du lycée. Oui. On m'a fait écouter des musiques. Ah ben il y a ça, il y a ci, il y a ça. Ah ben tu peux faire ça, bien sûr. Donc c'était une révolution pour moi. À ce moment-là. Et bouc émissaire la première année, en quoi consistait ton c'est-à-dire que comme je sentais pas très bon parce que je me lavais pas trop, on jetait beaucoup les poubelles dans mon box. Je trouvais des merveilles, bien sûr. Parfois. Dans les poubelles. Il y avait des trognons de pommes, des emballages. Les nuls, ils jetaient leurs trognons de pommes et c'était pas perdu pour tout le monde. Bien sûr. Oui. Il y avait du sopalin aussi, bien garni, les sopalins. Ah ouais. Ah oui. Mais aussi parfois des merveilles, des petites, des poèmes, des petits dessins qu'ils avaient oubliés ou qu'ils avaient jetés, qui étaient des petites merveilles dans les poubelles. Et donc tu sentais mauvais? Parce que je me lavais pas, j'avais décidé de faire la grève. D'accord. Du savon. L'hygiène. Du savon, ouais. Et aujourd'hui, t'as recommencé à te laver depuis? Régulièrement, ok. Ouais. D'ailleurs, est-ce que t'as eu des feedbacks parce que c'est eux qui te disaient que tu sentais mauvais. Donc c'était un feedback négatif sur ton odeur. T'as eu d'autres types de feedbacks sur ton odeur depuis ou pas?
Comment tu qualifierais ton odeur aujourd'hui, en fait? On est très mal placé pour connaître nos odeurs respectives. Mais c'est pour ça que le feedback est important. Est-ce que t'es connu pour être quelqu'un qui sent bon? Non. Non. Ni mauvais, je sais pas ce qui se dit sur moi. Ouais. Non, mais Mais on me dit, les gens qui m'aiment bien, je trouve que j'ai une bonne odeur corporelle. Moi, j'ai jamais de parfum. J'ai pas mauvaise réputation de ce côté-là, mais j'en sais rien. T'as peut-être une odeur neutre aussi, hein. C'est possible. C'est genre, oui, ça... Bon, Philippe, il sent le... Ce serait bien triste. Bah, par rapport à sentir mauvais et qu'on jette les poubelles sur toi, c'est mieux. Oui, c'est déjà mieux. C'est une petite progression. Oui. C'est vrai. Ouais. Moi, par exemple, on me dit que je sens très bon. Voilà, Sens très bon? Oui, mais je sens ça d'ici. D'ici, hein. Ouais. T'as vu, un mélange de poire et de parpaing. C'est très bien. C'est ce que je ressens là. Parce que je suis très aiguisé par contre au niveau avec le ciment et les fruits. C'est très bien. Oui, c'est ça. La pierre, quoi. C'est ça aussi, la rocheuse. Ouais. Mention au bac? Négatif. Mais bac. Bac, oui. Ouais. Bien. Au rattrapage. Rattrapage. Ouais. Moi, je foutais rien. Ouais. Et donc, mais suffisant pour aller faire des études. Oui, j'ai eu mon bac. Je suis allé à la fac d'art plastique à Rennes. Oui. Parce que j'adorais dessiner. Je voyais bien que c'était tout un monde autre qui se passait à la fois à la ville et puis dans ce que j'ai loupé de la culture, que je connaissais pas. Je voulais tout découvrir. Donc je suis allé à Rennes la première année de fac. Ouais. Je suis resté 3 ans là-bas. Et t'as eu un diplôme d'art plastique? Non, j'ai passé aucun diplôme. Hein. D'accord. Oui. Pas de ça dans la baraque. Trop bas pour moi. Ouais. J'étais un peu snob à l'époque. C'est ma période snob. Voilà. On a traversé tous deux. Oui, ce moment-là. Et genre, les études, c'est pour les cons. Un peu. Ouais. C'est-à-dire, la première année, on m'appelait le Bourville. Parce que je venais de la campagne, ça se voyait énormément. On m'appelait plutôt Bourville. Et puis après, j'ai commencé à mettre des costumes de mon oncle, qui me donnait des costumes des années 60. Oui. Je commençais à écouter de la musique que les autres n'écoutaient pas. Voilà. On y est. On y vient. Je commençais à faire des groupes et tout ça. Je me la pétais un petit peu. Ouais. Ah ouais. Avec du recul, ouais. Il y avait un petit... c'est à ce moment-là qu'il faut se la péter, pour pas se la péter plus tard, je pense. J'ai 18 ans, 19 ans, 20 ans. Ouais. Ça... On s'est pas encore pris des grosses baffes dans la gueule, donc on la ramène un peu. Avec sa culture, avec... Ah, tu connais pas ça? Ouais. Tu faisais des petits boulots à ce moment-là ou pas? J'ai fait des boulots parce que après mes parents m'ont un peu lâché financièrement parce qu'ils voyaient bien que je passais pas les examens. Oui. Et j'étais beaucoup. Parce que 3 ans d'art plastique et 3 fois la même année? Non. Non, parce que tu passais en deuxième année sans avoir oui, passé... d'accord, ok. Des examens. C'est histoire de DUG, mais ça n'existe plus. Les DUG n'existent plus, ça sanctionnait 2 ans. Diplôme d'études universitaires générales. Exactement. Ouais. Donc après, j'ai dû commencer les petits boulots dès la deuxième année. Donc un peu de Citroën à la chaîne, Maître Coq en Vendée, à la chaîne aussi, j'emballais des poulets. Le poulet les poulets qui a donné la chanson 728 120. 728 120. Poulet numéro 728 120. Poulet de Vendée. Après, j'ai été un peu prof de sport. J'ai fait quoi? J'ai fait toutes sortes de choses. Un truc que j'ai beaucoup aimé, c'était projectionniste itinérant pendant l'armée. Parce que j'étais... objecteur de conscience. Objecteur de conscience. Donc j'ai fait 2 ans dans une association, les Amis du Bon Cinéma. Donc quand on était objecteur de conscience, ça veut dire juste, tu as le droit de trouver que l'armée c'est pas bien, et donc de ne pas la faire, mais en revanche tu dois faire quelque chose qui compense. Ouais. C'est ça. Et là, j'étais bien parce que j'étais bien loti, 2500 francs par mois. Bon, ce qui est pas énorme, hein. On est à 300 €, je sais pas. 300 € avec l'inflation, ça fait peut-être 600, mais c'est pas... Peut-être, ouais. Mais j'aimais bien parce que j'avais une responsabilité. Il fallait aller dans les salles qui avaient fermé, les écoles, des salles de mairie, de fêtes. Et donc, il fallait que j'installe moi-même le projo pour projeter les films en question. Il y en avait, des quelconques, d'autres, des dessins animés. Il y a aussi des petits bijoux, vraiment des bijoux aussi. Tu te souviens de quelque chose qui t'a marqué pendant ces moments-là? Un truc précis? Un truc qui m'a vraiment marqué, je peux vous le dire, c'est que je passais à Atlantis, qui est un documentaire sous-marin de Luc Besson. On recevait à l'époque par bobine, il y avait 4-5 bobines pour monter le film qu'on devait monter nous-mêmes. Oui.
Alors j'avais pris une murge la veille et j'étais avec mes 4-5 bobines un peu dans le coltard et puis j'ai collé les 1, 2, 3, 4, ce que je croyais être 1, 2, 3, 4, les bobines. Et puis alors le soir j'ai passé mon film, donc Atlantis de Luc Besson. Oh bah merde, le générique final qui passe au bout d'une demi-heure. T'as fait 1, 4, 3, 2. Ouais, c'est exactement. Alors bon là on est tout d'un coup dans le cinéma expérimental. Le public est un peu dubitatif. Oui. Enfin, comme c'est un documentaire, c'est ma chance. Oui. Et donc, ils sont venus vers moi. Mais c'était très bien, ce film. C'est vachement bien, ce générique au milieu du film. Alors, il y en a qui ont gueulé, mais enfin, quelques-uns m'ont dit à quel point ils avaient aimé cette audace. Oui. Cette audace qui n'était pas celle de Luc Besson. Que tu gardes un petit peu aujourd'hui en finissant tes chroniques sur France Inter par bonjour. C'est un peu... oui, peut-être. Il y a un peu... C'est vrai. Tu mets le début à la fin. Moi, Citroën, ça m'intéresse. Travail à la chaîne à Citroën, t'as quelque chose qui t'a marqué aussi, de précis, de ces moments à Citroën? C'était des 3.8. Alors vraiment, si vous faites les 3.8, je sais pas si tu as fait les 3.8, mais... bah ça change toutes les semaines d'horaire. Oui. Donc des fois tu bosses la nuit, des fois c'est extrêmement fatigant, c'est très très dur. Et je voyais que d'ailleurs les ouvriers ils perdaient la boule, hein, et ça oui. Vraiment, ils perdaient la boule. Ils redevenaient enfants ou ils balançaient des grossièretés, alors grandes comme le monde. Hein. Oui. C'était incroyable. Et moi je collais modestement des autocollants Total sur les XM qui étaient construits à l'époque, qui sont des voitures qu'on voit vaguement dans les rues, qui étaient censées remplacer les DS ou les GS présidentielles, quoi. Je vois très bien des XM, ouais. Tu vois très bien les XM. Je vois parfaitement les XM. Bon, bah, si tu vois derrière les pare-brises et un autocollant Total, mais c'est moi qui l'ai collé. Mais des fois, j'avais des plis. Hein. Ah oui, tu n'étais pas un super bon colleur. Non, je n'étais pas un super ouvrier. Et c'est parce qu'il y avait une sorte de partenariat entre Citroën et Total qui fait que toutes les voitures Citroën qui sortaient devaient avoir un autocollant Total, quoi. Et il fallait bien quelqu'un pour les coller. Et c'était toi. C'est Bibi qui s'y est collé. Et il n'y a pas des petites hallucinations. Enfin, il y a le truc qu'on a sur le travail à la chaîne, c'est tous en tête, c'est le truc de Charlie Chaplin. Donc, où il y a des moments où il y a des hallucinations, où en fait, ça commence à se distordre et tout. Il y avait un peu ce truc-là avec les autocollants Total où il fait genre, Total. Ah, mais bien sûr, tu deviens fou. Ouais. Tu deviens fou, donc tu es obligé de t'en tirer quand tu es à la chaîne, mais surtout au poulet, après que j'ai fait les poulets, tu es obligé de t'en tirer en faisant la musique. C'est de la cadence, donc un peu à Chaplin au fond. Oui, tu fais de la musique sur un rythme qui t'est imposé, hein, donc tu peux t'en sortir comme ça. Mais waouh, c'est quand même... Enfin, je préfère ce que je fais aujourd'hui. Oui, ça se comprend assez. Mais il n'y a pas ce truc aussi de... À un moment où on fait un jeu, genre, je vais essayer d'en faire le plus possible en 1 heure. Ça peut pas être bien sûr. Mais moi, j'étais incapable de dépasser la cadence. Ouais. Moi, je suis pas très rapide. Ah, parce qu'en fait, on a un truc devant soi, et puis quand on est très très fort, on peut se décaler. Oui, tout à fait. Ouais. Ça peut s'accélérer, tu peux rehausser. Donc, j'ai démissionné de ce travail au bout de 2 mois, je crois. Ça n'a pas duré très longtemps, mais on m'a dit, c'est très bien de démissionner, vous n'êtes pas... Comment ça, je suis pas quoi? Vous n'êtes pas extrêmement performant. Il y a d'autres gens qui collent beaucoup mieux des autocollants que vous. Voilà. Et puis après, humiliation du chef de... Comment on appelle ça, les relations humaines, hein, qui me dit, mais bon, écoutez, allez-y, vous démissionnez, allez-y, mais redevenez un pauvre type. Je me souviens toujours de cette phrase. Pauvre type. J'étais sorti, il était 8h du matin, avec la liberté en tête, mais la liberté du pauvre type. Du pauvre type qui sait pas coller des autocollants. Ouais. Et non, puis qu'il lâche un boulot qui au fond était bien aussi pour lui. Pour moi, quoi. Voilà, donc tu sors avec... Quand tu démissionnes d'un boulot, je sais pas si ça t'est arrivé déjà, de démissionner d'un travail. Moi, j'ai été viré d'un travail, j'étais agent d'extérieur au Grand Rex à Paris, où je faisais venir les gens, c'était très chiant aussi, peut-être un peu moins quand même. Et j'ai été viré parce que j'arrivais en retard. Donc c'est moins glorieux encore. Enfin, il n'y a aucune gloire à être viré, contrairement à démissionner où il y a un panache quand même. Il y a un panache. Moi, il n'y a pas de panache. Et mon père m'a dit, il m'a complètement engueulé, il m'a dit, si tu continues comme ça, tu finiras gigolo. Oh tiens, quel beau destin. Et je me souviens de dire, c'est un peu dur quand même, mais d'être vaguement flatté. Tu crois que je pourrais être gigolo? Gigolo. Il y avait un petit peu un truc comme ça. C'est pas donné à tout le monde d'être gigolo.
Attends, tu vas à la coupole les dimanches après-midi, c'est ça voilà. Avec classe, les dames. Ouais, je pense que c'est ça qu'il avait en tête. Et donc il pensait vraiment me mettre par terre avec cette insulte, et moi, je l'ai un tout petit peu bien pris. Relevé, bien ça sûr, m'a relevé un petit peu, quoi. Je comprends. On m'a dit aussi que tu avais été journaliste à la radio, à Chantonnay. Oui, R2L. R2L. Radio des Delais. Là, on n'est pas loin de Alouette FM, et de ça que vous connaissez sûrement. Oui. Radio des Delais, elle a des deux types de... L-A-Y-S. L-A-Y-S. Parce qu'en Vendée, vous avez le petit lait et le grand lait. D'accord. Et là, c'est les deux à la fois qui sont c'est dans les la deux, radio, le petit et le grand lait. Ouais. D'ailleurs, quand ils ont voulu, après la Révolution, ils ont voulu appeler le département. Mais comment on appelle ce département ? Parce que la Vendée, on veut plus en entendre parler, parce qu'il y a eu plein de morts, c'est fini. On va le rebaptiser. On va l'appeler les Delais. Et puis, en fait, ils ont regardé les représentants de la Vendée qui étaient au Parlement, qui montaient toutes les semaines à Paris. Et ils avaient la réputation d'être très très laids tous les deux. Oh. Les Delais. Non mais c'est pas possible, ils vont le prendre pour eux. Ils étaient vraiment repoussants, paraît-il. Oui. Donc ils ont dit on va pas appeler ce département les Delais, mais on va continuer avec l'idée de la Vendée, qui est aussi une rivière d'ailleurs qui passe dans le département. Oui. Même si ça rappelle bien des mauvais souvenirs de part et d'autre. Si ces deux représentants avaient été beaux gosses, aujourd'hui, la Vendée s'appellerait les Delais, département des Delais. Ouais. Et donc, tu présentais les informations ? Je présentais les informations locales, le journal local présenté par Philippe Perrier. Parce qu'il m'avait baptisé, parce que j'ai pas ça, mon Philippe Catherine, c'est pas mon vrai nom. Oui. Un autre nom que j'ai, je vais pas vous le dire. Oui. Mais enfin, quand il dit, alors tu t'appelles comment ? Mais j'ai dit mon vrai nom. Ah non, mais ça c'est pas possible, ça fait trop paysan. C'est pas bon. C'est pas bon pour Chantonnay, ça. Il faut. Non, c'est trop plouc. Il faut Perrier. Il faut Paris. Voilà, oui. On va t'appeler Philippe Perrier, ça te va ? Oui, très bien. Très bien. Le journal local présenté par Philippe Perrier. Donc j'interviewais les gens qui décidaient, les décideurs. De Villiers est passé dans le studio. Donc je devais les interviewer et tout ça. Et quel type d'informations intéressait les auditeurs de R2L ? Mais c'est vraiment le canton de Chantonnay, Radio des Delais. Oui. Donc c'était 2 ou 3 cantons. Donc tous les matins, je lisais mon Presse Océan Ouest-France. Oui. Je me levais à 6h du mat. Je notais tout ce que... Je faisais mes découpages. Je notais ce qui m'intéressait, les résultats de sport, beaucoup. Oui. Des faits divers. Et puis ce qui se disait, une autoroute qui devait se construire. C'est à l'époque qu'ils construisaient la 137. C'était la suite de l'autoroute. Donc c'était les débats à n'en plus finir entre ceux qui étaient contre et ceux qui étaient pour. Donc Philippe Perrier devait parler de tout ça, tous les matins, J'aimais bien. T'as un souvenir marquant d'un truc qui s'est passé à la radio, un moment de radio, comme dit Léa Salamé ? Un moment de radio. Un moment de radio. De Villiers, bien sûr, je me souviendrai toujours de cette interview où j'étais mal, parce que j'avais pas sa culture, j'étais contre ce qu'il proposait, je trouvais pas normal cette autoroute, je devais un peu... C'était sur un débat sur l'autoroute. Ouais. Mais vous trouvez pas que c'est une cicatrice dans ce beau département ? Non, les entrepreneurs, c'est très bien pour les entreprises et pour le développement de cette région qui a bien besoin d'un bon coup de fouet. Et puis après, ça s'est mal passé parce que j'ai commencé à perdre mes moyens et puis lui, il était un peu au-dessus, quoi. Ce que je comprends, il était plus âgé, puis plus affûté sur toutes ces questions. J'avais pas les capacités pour... Donc c'était quand même une humiliation, en ce qui me concerne. Pour Philippe Perrier. Il reste des enregistrements de cette époque ou pas ? Je l'ignore, je pense pas, je sais pas. Je sais pas. Donc t'as dit que t'as pris ton nom, donc t'as pris Catherine comme nom. Catherine avec un K, avec cette puissance du K où en fait souvent le C on le change en K avec l'idée que le K c'est... un tantinet masculin. Oui, il y a un petit truc exotique, ça fait plus marque, quoi. Ouais. Est-ce qu'il y avait ça dans le fait de mettre un K à la place du C ? Mes parents m'auraient appelé Catherine si j'étais une fille. Oui. Donc, j'ai voulu ce nom féminin, et puis K pour signifier, on est là. Ma verge. Le K, c'est la verge. Mais pas de H non plus. Non.
Non, parce que... Faut pas exagérer. Faut pas pousser, ouais. Jamais de regrets sur Catherine. Ah, putain, parce qu'après on est bloqué un petit peu avec Catherine. Moi j'aime bien, hein, mais Ouais, mais surtout, tous les jours, je me félicite d'avoir changé de nom pour faire ce que je fais. Oui. Pour pas emmerder mes parents et mes enfants, la famille et tout ça. Comme ça, je fais mon truc à moi. Oui. C'est mon petit personnage fictif. Donc je m'en félicite, oui, aujourd'hui. Tu te souviens de la toute première chanson que tu as écrite et enregistrée ? Enregistrée ? Oui. Pour moi, parce que j'ai fait beaucoup de groupes et tout ça, mais pour moi, c'était dans ma chambre. Et c'est une chanson qui s'appelle Comme Jeannie Longo. Comme Jeannie Longo. C'est la première que j'ai enregistrée vraiment tout seul dans ma chambre, sans savoir comment faire, en pur amateurisme. Assumé, d'ailleurs, je savais que j'étais amateur. Et c'est ça qui me plaisait. Donc c'était sur cette championne Jeannie Longo. C'était un peu une ode à sa durabilité et sa combativité. Elle est dure au mal. Elle s'est blessée cet été. Il y a eu 65, je me trompe peut-être, mais points de suture. Une chute effroyable. Et là, voilà, qui va remonter sur un vélo à 65 ans et peut-être regagner des courses. Donc, c'était sur cette... Mais c'est exactement sur ce que... Je me souviens que Jeannie Longo, c'était le première sportif même, où me dit, putain, elle a 38 ans ou 39 ans et elle gagnait des médailles. Alors maintenant, c'est devenu quelque chose qui est peut-être un peu plus courant, mais c'était incroyable en fait. Ouais. Bah, je sais pas, maintenant il y a Federer, il y a, j'ai l'impression d'en voir plus. À l'époque, c'était genre wow, c'est vrai. Presque 40 ans elle fait. Donc c'était exactement ça la chanson en fait, c'était sa durabilité. Ouais. Sur l'idée de prendre son temps aussi, je crois. Et avec quel matériel t'as fait ça ? C'était un 4 pistes. Ouais. J'étais chez mes parents à ce moment-là, dans ma chambre. Ils étaient un peu inquiets pour moi. Moi, je travaillais au Poulet, justement, et avec l'argent que j'avais mis de côté, j'ai pu m'acheter un 4 pistes, 4000 francs, 1000 francs la piste, je me souviens, que j'avais installé dans ma chambre avec ma guitare, un ou deux synthés, un micro, puis allez hop, j'ai dû faire 60 chansons d'un coup. Ouais. Ça allait très vite, quoi. Je me suis découvert en solo, et j'adorais ça. C'est des petites expériences, puis personne me disait c'est bien ou c'est mal, hein, il n'y avait pas de notes. Puis je m'exprimais très bien comme ça, j'étais bien heureux. Mais quand je les ai écoutées, les chansons, moi j'ai un tout petit peu connu les 4 pistes aussi. Il y a 4 pistes, mais il y a plus de 4 pistes sur tes chansons. Donc à un moment, il faut faire, bon attends, là, ça, on met les 4 sur la voix, on les remet sur une. Oui, bien sûr. Oui, c'est ça. T'as connu ça ? J'ai connu ça, oui. 4 pistes à cassette. Oui. Moi, j'ai un tout petit peu connu ça. Ensuite, moi, c'était numérique juste après. Ah oui, d'accord. Mais oui, donc c'est ça. En fait, si tu veux faire plus de pistes, il faut bouncer les pistes ensemble sur une seule piste et ensuite tu le fais le nombre de fois que tu veux. Bien sûr, mais les Beatles faisaient ça. Ils avaient 4 pistes aussi, sur beaucoup de... Jusqu'à, peut-être pas Sgt Pepper, mais quasiment. Hein, donc il fallait bouncer les... Mais si on veut revenir si on veut dire, ah bah tiens, mais non, faut tout... Non. Enfin si, il faut regarder, en fait, il faut garder une cassette avec les composantes qu'on a bouncées. Et ensuite les... Oui, mais une fois que t'as bouncé, ça va bouncer. Ouais. Bon, ben, tu peux pas revenir en arrière, puisque t'es sur une piste, tu comprends ? Oui, c'est sur une... Mais tu peux pas mettre 2 cassettes différentes. Ben non, c'est une seule cassette. Putain, c'est vrai, ça. Voilà, donc c'est les décisions que tu prenais à l'époque dans l'analogique étaient définitives. Ouais. Quand tu mixais ton truc, je me souviens, on avait des marques, il fallait faire des feutres et tout ça. Et en même temps que ça tournait le mix sur 2 pistes, tu changeais à ce moment-là, plus d'aigus. Et puis tu revenais comme ça. Et là, on va mettre à gauche, là, comme ça, à des moments très précis. Tu répétais ton mix pendant 2 heures, et puis après, tu le tournais, si tu veux. Et si tu te plantais, c'était mort, il fallait refaire toutes les pistes. Ou le mix, et puis il fallait refaire, ouais. Mais c'est un peut-être des trucs que les gens moi j'ai vu, après j'ai connu Logic, à un moment dans ma vie, en 2015, et à quel point c'est plus facile de faire de la musique maintenant, mais de façon exponentielle, quoi. Ah oui, c'est beaucoup plus facile.
Mais c'est surtout, ça te permet une création sans borne. Oui. C'est-à-dire que tout d'un coup, vous avez, on passe à très peu de choix, hein, pour un choix sans limite. Ouais. Donc, moi, je préfère aujourd'hui, c'est génial. Aujourd'hui, tu vas en studio, tu fais ce que tu veux, tu peux ralentir ton tempo sans que ça bouge la tonalité. Enfin, c'est affolant. Tu peux faire des trucs et c'est hyper stimulant de vivre ce moment-là par rapport à ce que j'ai connu des 4 pistes où c'était plus... beaucoup plus... mais je me rendais pas compte de... il n'y avait pas d'autre option, en fait. Non, c'est ça, oui. Non. Une des choses pour lesquelles tu es connu, parce que tu es connu pour plusieurs choses, donc la chanson en général, et en particulier ton nouvel album. Oui. Zouzou. Oui. Tu peux me dire un mot sur ce nouvel album ? Justement, ça fait partie... Moi, j'ai mis 2 ans à l'enregistrer, avec deux complices de rêve, Adrien Soleiman et Victor Lemann. Donc, on avait un studio, voire 2 de temps en temps, où on pouvait aller un peu quand on voulait. Oui. Donc, évidemment, tout est enregistré dans toutes les... Je sais plus comment on dit, mais enfin... Donc, on pouvait reprendre les chansons là où on les avait laissées, genre 2 mois plus tôt, des choses comme ça. Ça a duré 2 ans. C'est la première fois que je faisais ça, justement, de profiter de cette ouverture que permet le numérique. Tout d'un coup, vous pouvez prendre du recul, retrouver les mêmes réglages et puis continuer l'histoire. Donc, j'ai bien profité de ça. Oui. C'est la première fois que je profite d'un laps de temps aussi long. Normalement, c'est genre, on a préparé le truc et là, on a tant de jours pour terminer. Et ensuite, ce que j'aime bien aussi. J'adorerais maintenant enregistrer un disque en 3 jours, bien sûr. Oui. Ouais, mais j'ai adoré faire ces 2 ans avec eux. Il y a une chanson dedans sur Zouzou. Zouzou, c'est ton chien. Ouais, ma chienne. Ta chienne. Et il y a une chanson qui a un refrain, cette chanson, où genre qui part dans quelque chose qui est... Mais alors c'est assez courant chez toi, mais qui part quelque chose qui n'a fondamentalement rien à voir, quoi. On dirait une autre chanson. Pourquoi est-ce que y a peut-être ce truc qui est hyper rythmé alors que c'est beaucoup plus doux avant, quoi. C'est-à-dire que je suis parti là je vous raconte la genèse du truc. Oui. Je me promène avec Zouzou, qui est une bête splendide à voir courir, comme sont dans la nature, c'est magnifique. Oui. Un chien qui court comme ça d'allégresse. Quel bonheur de voir ça. Donc je rentre, cette émotion, j'essaie de la transcrire très vite. À la guitare acoustique en nylon, je fais mon ami Zouzou fait caca partout. Voilà. Et puis je vais avec ma chanson voir Lemann et Soleiman dans le studio. Je leur chante ma chanson. Ah tiens, c'est intéressant. Si on essayait de coller quelque chose, une batterie. Oui, mais pas sur ces moments-là. Alors, on va inventer un autre moment qui va exprimer totalement la dualité de ce chien, et des chiens en général. C'est-à-dire qu'ils sont devenus extrêmement domestiqués, donc très civilisés, d'où les cordes de quatuor et tout ça. Les chiens sont devenus très, très civilisés. Plus encore que nous. Oui, un peu moins que les chats, mais plus que nous. Un peu moins que les chats. Oui. Mais en eux, et chez Zouzou notamment, il y a toujours la bête sauvage. Et quand la bête sauvage se libère, on la voit courir, elle est indomptable. Tout d'un coup, c'est la nature qui prend le dessus, la vraie nature du chien qui vient du loup quand même. Même un Pékinois vient du loup. Alors, donc on s'est dit, tiens, il faut un passage brutal qui exprime la sauvagerie de cette bête. Et donc, on la voit courir comme ça. Oui. Dans les prés de façon c'est beau à voir. Donc j'ai voulu coller 2 chansons en une, effectivement, pour avoir cette sauvagerie et cette bête civilisée domestiquée. Ça m'a évoqué dans un premier temps, mais parce que je pense que pour lui je n'ai pas l'explication. Dans Englishman in New York, la chanson de Sting, tout à coup il y a un break, c'est une petite balade comme ça, il y a un break, un moment où il fait... Ah ouais. Et j'ai jamais compris, j'ai toujours voulu lui poser la question. Mais c'est un break assez bref. C'est bref. Ouais, très bref. C'est pas comme toi où c'est le refrain et où en fait il y a vraiment cette dualité là. Mais ça m'a la première fois que j'entends, quand je savais pas encore que c'était un refrain dans ta chanson, ça m'a évoqué cette même chose, quoi, de truc de on change. Oui, parce que
particulièrement les chiens, si vous les observez, changent tout le temps de direction. Alors là, ils sont sur de l'herbe, puis tout d'un coup, ils voient un oiseau, ils essayent de l'attraper. C'est comme les enfants en bas âge, ils sont toujours à zapper de direction. C'est comme des enfants hyperactifs. Hein, puis ils changent, tout d'un coup, ils reculent, et puis après, c'est affolant, un chien. Oui, non, c'est ce truc de On est d'accord. De plusieurs personnalités qui sont et qui passent de l'une à l'autre très très vite, quoi. Tu as un chien aussi ? Non, j'en ai eu beaucoup quand j'étais enfant. C'est vraiment mes années. J'adore, mais c'est juste que c'est contraignant au niveau de l'emploi du temps. Donc à part ça, à côté, j'ai un chat sans poil. Ah oui. J'ai un chat sans poil. Alors il est d'une douceur. Il est très très gentil, beaucoup plus gentil que la plupart des chats qui sont quand même globalement des connards. Lui, beaucoup moins un connard, mais très laid. Sans poil, ouais. Sans poil, alors que c'est quand même... Les poils, c'est quand même un des trucs bien des chats. C'est-à-dire que c'est un côté peluche. Là, il y a un côté couille. couille sur le dessous. Oui, mais testicule avec un os, avec des os. Testicule avec des os, exactement. C'est terrible. Et sur le dessus, il y a un tout petit peu de poils, il y a des souvenirs de poils. Oh, mon Dieu. Et ça ressemble un petit peu, ça ressemble exactement quand on touche au crâne d'un homme chauve. Ça fait exactement ça. Donc il y a une différence entre le dessous couille et le dessus crâne chauve. C'est mais on s'y fait et on s'y attache comme une sorte de petit enfant moche. Il y a vraiment un truc très bien avec les chats sans poil de ce point de vue-là. Quelle race c'est ? Sphinx. C'est Sphinx. C'est une race homologuée de chats sans poil, très chère d'ailleurs. Hein, il faut. Très cher. On paye très cher ces chats sans poil, alors qu'ils n'ont pas de poil. C'est vrai que bon. Il y a deux trucs immédiatement reconnaissable dans ta diction quand tu chantes depuis toujours, et qui fait qu'on fait c'est pas le cas de tout le monde exactement, mais toi on voit tout de suite que c'est toi, tout de suite, et il y a un de ces trucs là, c'est la façon dont tu prononces les voyelles avant une pause, avec un côté un peu descendant et traînant. Tu dis je m'étais assoupi, ouais, c'est vrai, non, du léman, et tu sais comment ça t'est venu? Est-ce que c'est quelque chose de naturel? Ou est-ce que tu te dis genre, ah tiens, je vais faire... Enfin, t'as eu une idée, un chemin que t'as pris? Oui, je comprends bien. Mais Didier Gustin, que j'ai vu ce matin, qui est un imitateur émérite, depuis assez longtemps, il m'imite. Et on en discutait ce matin, j'étais avec lui. Oui. Parce qu'on fait un duo et tout ça pour rigoler. Oui. Et donc, il me décrivait exactement ces consonnes qui sont appuyées chez moi. Oui. Bon, c'est vrai. Et c'est une diction, en fait, ça vient pas de rien, ça vient des groupes que j'ai fait en Vendée quand je devais chanter, parce que j'étais chanteur, mon micro allait sur l'ampli du même ampli guitare. Oui. Donc tu avais sur le même ampli les guitares et la voix. Donc, pour me faire entendre et faire comprendre mes paroles, parce que j'écrivais déjà en français, j'appuyais beaucoup les consonnes, et je faisais ressortir comme ça les trucs pour apprivoiser. Il n'y avait pas de son, ça sortait pas. Donc il fallait que je fasse comprendre et je crois que ça vient de ça, à mon avis. Donc c'est d'ordre technique, encore une fois. C'est d'ordre technique. C'est le matos. C'est le matos qui a créé un truc. Oui. Mais souvent c'est le matos. De toute façon, on parlait du 4 pistes. Oui. Primordial le matos. Et ça se confirme sur bien des points. La vie qu'on mène aujourd'hui, c'est le matos qui mène nos vies. Nos portables, la caméra qu'on a, là, c'est le matos. Hein, c'est ça le plus important. C'est l'imitation technique a créé un style. C'est ça. Et en effet, c'est ça. C'est ce que je dirais. Bon, c'est une analyse que j'ai fait. Mais... Il y a un autre truc aussi t'as une façon une scansion où il y a un petit truc enfantin dedans. Ça se voit particulièrement. Il y a aussi un exemple, on peut en prendre un exemple connu, mais dans les gens que t'aimes voir danser dans Luxor. Oui. Les institutrices, péricultrices, administratrices, dessinatrices, les boulangers, les camionneurs. Il y a un truc de cet ordre-là. Est-ce que déjà t'es d'accord avec cette idée qu'il y a une sorte de petit truc de comptine enfantine? Et là, du coup, est-ce que aussi toi tu peux expliquer peut-être comment ça t'est venu cette chose-là, ou c'est plus naturel? Je dois être un peu un enfant prisonnier dans un vieux corps, hein, certainement. Oui. Et j'avais aussi un goût, je pense, surtout il y a quelques années, peut-être un peu moins aujourd'hui, d'être un peu agaçant. Je voulais un peu agacer. Oui.
Je crois que c'est ça aussi. Oui. C'est le côté snob, un peu clairement. Toi, là, c'est un peu agaçant. Je crois que c'est ça, c'est ce goût-là que j'ai, de taquiner. C'est plutôt taquin qu'autre chose, peut-être. Ouais. Il y a la dernière partie de l'interview s'appelle toujours En vrac et on parle de... Alors là, on pourrait dire qu'il y avait un petit truc chronologique jusqu'à présent. Ouais. Là, plus. Tu mets des dates dans tes chansons beaucoup. 2012 dans Chez Filou. 1998 dans ta chanson sur le poulet. Il y a aussi une chanson cachée dans un de tes albums qui s'appelle 8 décembre 2008. Oui. Et est-ce que tu es quelqu'un qui range tout dans des dates dans ta tête ou pas? Non. Mais ce que j'aime bien, c'est mon calendrier. Tous les ans, vous devez peut-être faire ça aussi, je ne sais pas. Mais tous les ans, j'achète un nouveau calendrier. Alors cette année, j'ai adoré mon calendrier parce que j'ai choisi Van Gogh. Bon, c'est souvent les mêmes qui reviennent. Vous avez Bonnet, Picasso, Van Gogh. Bon. Ceux des PT, enfin les calendriers PTT, oui, qu'on trouve partout dans les. Oui, je vois tout à fait. Oui, je vois. Voilà. Ouais. Alors, moi, j'ai pas trop de mémoire des dates, mais j'ai des calendriers c'est le seul truc que je conserve, c'est mes calendriers. Oui. Alors, j'ai tout un tas de calendriers, de Modigliani, enfin, tout s'est accumulé. Oui. Et c'est vrai qu'au lieu d'albums de souvenirs, j'ai tendance à reprendre mes calendriers pour me souvenir exactement de ce que j'ai fait, quelle date c'était. Alors, évidemment, c'est comme un petit journal intime, mais à base de chiffres, au fond, avec des horaires, parce que 14h, t'as rendez-vous au Vepler, choses comme ça. Donc, au fond, je suis tenu par ce calendrier qui est une grille de lecture totale, à base de chiffres. Mais sur des petites cases comme ça? C'est des petites cases, je mets mes trucs. Et ça garde, et ça, c'est comme un journal. Ouais, mais je me souviens, mais j'aime bien parce que c'est mieux qu'un appareil photo, un album photo, parce que ça me permet de travailler ma mémoire, qui est assez bonne, et puis de l'exercer comme ça, en me disant, ah oui, t'avais vécu ça. Et souvent, des chansons peuvent se déclencher avec ces chiffres-là, le 6 octobre ou le 2 juin, choses comme ça. C'est ce genre de document qui trahit les gens qui font des choses illégales. Ensuite, on dit genre, mais vous voyez bien, vous avez marqué 14h, rendez-vous avec Kadhafi. Et, pour ne citer que lui. Ouais. Dans ta chanson Joyeux anniversaire, tu dis je suis peut-être un ex-BG, mais en tout cas, je suis pas un VB, un vieux beau. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de ton propre visage? Et visiblement, ce que tu penses de ton propre visage a évolué. Bien sûr, considérablement. Ex-BG. Ex-BG, c'est vrai. Alors, enfin, en tout cas, BG, c'est vrai. Je dis, je sais plus ce que je dis. Ex-BG, c'est à vous d'en juger. Oui. Bon, de toute façon, personne m'a jamais dit t'es BG, jamais. Ah ouais? Ouais, on m'a jamais dit, Philippe, t'es tellement beau. Jamais. J'ai eu toujours la paix avec ça. Oh, m'énervez pas à me dire que je suis beau. Alors que vous l'avez entendu. Ah, mais n'est-ce pas? Rien qu'aujourd'hui, ça ne cesse pas, voilà. Donc, puis VB, je constate que je prends pas du tout ce chemin. Oui. VB, c'est pas pour moi, voilà. Oui. J'ai d'autres défauts. Oui. Pas celui d'être un BG reconnu comme tel par tout le monde. Ni VB, ouais. Est-ce que tu te souviens du moment où tu as compris que ta chevelure perdait de sa densité? Oui. C'est-à-dire, j'ai jamais eu épais de cheveux. Jamais eu, d'accord. Ouais, ma mère me disait, mais Philippe, il a pas épais de cheveux, mais il est facile à vivre. Il a toujours eu ce... C'est curieux, hein. C'est deux choses qui... Oui, c'était une balance curieuse des faits. Oui. Et donc, rapidement, je me suis vu chauve et gros. D'ailleurs, vers 22 ans, 23 ans, je me suis dit, je pense que je vais changer, je serai à peine reconnaissable. Tu l'as senti? Oui, je l'ai senti, je le souhaitais même. Ouais. Parce que il y a des chanteurs qui sont très bien, que j'adore, qui veulent préserver la même image qu'ils ont eue quand on les a connus. Mais moi, je trouve que c'est plus intéressant de proposer, le long de sa vie, des images qui soient contradictoires, qui ne soient pas du tout les mêmes. Et c'est plutôt amusant. Ouais. Là, j'ai maigri un peu. Je suis obligé de faire j'ai eu des calculs rénaux. Oh. Donc, tu connais? Oui. C'est affreux, hein. C'est des pires douleurs de mon existence de très loin. Ouais. J'ai vomi de douleur. La seule fois de ma vie où j'ai vomi de douleur. Terrible, hein. Ouais, c'est genre, tu sais, mais c'est pas... Ben oui.
Fait partie de ce genre de douleur où si on te dit, en fait, tu sais quoi, ça va durer 1 an, mais tu sautes par la fenêtre tout de suite, mais, mais genre sans hésiter une seconde, quoi. Un mal de chien, comme disent les chats. Affreux. Horrible. Et Mais qu'est-ce que ça a à voir avec le fait de maigrir, ça? Parce que ça m'est arrivé en faisant mes chansons juste pendant ces 2 ans, en plein milieu, je commençais à faire des chansons sinistres. J'en ai gardé 2 ou 3 dans le disque. Je commençais à faire des chansons sinistres, je sais pas ce qui m'arrivait. Et comme si je broyais du noir. Ben oui, en effet, je commençais à avoir mal. Et puis, j'ai tellement traîné, je croyais que c'était le Covid. Alors, mon sang s'est infecté. On a été obligé de me mettre sur le billard pour éviter le décès. Alors, Une deuxième fois. Ouais. Et j'ai encore tripé, les pour m'endormir. Génial. Pardon, j'ai imité des gens qui suivent. Voilà. Et puis après, je suis revenu à la life. J'ai continué mes chansons. Elles étaient toutes ensoleillées. C'était ensoleillées. Juste une question de décès qui approchait, en fait, pour de vrai. Mais bien sûr. Et voilà, on enlève la proximité de la mort et tout va mieux. Miss Tinguette, qui était une grande dame du music hall, disait, vous savez, une carrière, c'est quoi? C'est la santé. Oui. C'est pas autre chose. C'est-à-dire, si vous êtes mal en point, vous allez faire des chansons mal en point, qui seront aimées peut-être, mais qui seront des chansons noires. En tout cas, broyant du noir. Alors que si vous êtes bien, comme Charles Trenet, qui a une bonne santé, et un bon tour de tête, il est à 64 de tour de tête. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Oui. Ben lui, il courait tous les matins, était en pleine forme, il buvait beaucoup, il mangeait beaucoup, mais n'empêche que ses chansons, c'était le printemps tous les jours. C'est de la joie, quoi. Il y a de la joie. Tu préférais ne pas avoir de genoux ou ne pas avoir de coude? Je préférerais le genou m'intéresse parce que vous avez le je et le nous. C'est lacanien. C'est complètement... Donc je préfère le D'accord. Vivre en société. Donc garder les genoux, alors faut quand même et l'ablation de... Parce que coude, ça veut dire ça... Ah, j'avais compris couille. Ah non. À coude. À coude, oui. C'est plus dur. J'ai compris autre chose. Coude je reste sur les genoux. D'accord, donc ça veut dire ça... Oui, pour boire, c'est pas évident. C'est fini, en fait. Enfin, faut boire au robinet ou... D'accord. Ok, des solutions. Quelle est ta position sur la nourriture industrielle? Est-ce que tu as des biscuits industriels favoris avec lesquels tu as un rapport quotidien? Pas quotidien, mais j'ai suivi. Ouais. Lesquels Mais je suis pas trop du genre addict à quoi que ce soit. Ouais, ok. Mais tu peux les citer, les figolus? Je cite. Ah oui, les figolus par exemple, ou les... Ouais, figolus. J'aime beaucoup 2 doigts coupe fin, des Twix. Ouais, qui s'appelait Raider avant. Raider, de doigts coupe fin. On se souvient des chansons autant que du goût. Ouais. Est-ce que t'es jaloux dans la vie? J'ai été jaloux, très jaloux. À l'époque de Laurence Un peu après, oui, à l'époque de Laurence. Ça a continué jusqu'à jusqu'à l'âge du Christ, 33 ans. Ok. Ah ouais, j'aimais pas ça, mais je pouvais pas m'en empêcher. Qui peut s'empêcher d'être jaloux? Ouais. Et puis ça s'est décroché petit à petit. Et je vis beaucoup mieux aujourd'hui les choses. Et les gens qui m'entourent aussi, parce que c'est affreux pour les gens qui sont concernés. Genre, elle répond pas à la bout de la 3e sonnerie, c'est que... Oui, ou alors un voisin qui passe, je dis, forcément... Ils sont en train de... ils vont être ensemble, c'est pas possible sinon. Mais tout ça m'est passé. Franchement, j'en suis... Quel débarras. Ouais. Est-ce que tu as un talent, disons un savoir-faire inutile mais spectaculaire? Je sais sauter dans mon slip. Et je pense pas que ça soit hyper utile. Donc, c'est-à-dire tu tiens ton slip contemporains. Tu tiens ton slip comme ça et là tu sautes. À pieds joints, ouais. À pieds joints et tu tombes. Ouais. Comme un basket, comme la balle du basket. C'est le basket. C'est le basket. C'est le basket. Tu es toi-même la balle, le slip étant le panier. Je pense que ce sera le mot de la fin. Ah vrai? Ça va se finir comme ça? Bon cet épisode il est fini. On avait une reprise de Frère Jacques en canon. Ah oui. Tu veux qu'on s'entraîne d'abord?
Alors, Frère Jacques, c'est plus facile que Colchi que dans les prémices. On va faire Frère Jacques, ok. On va s'entraîner si tu veux. Ok. Frère Jacques, dormez-vous, dormez-vous, sonnez les matines, sonnez les matines, ding dang dong, ding dang dong, frère Jacques, dormez-vous. Attends, refais. C'est pas du tout là que je dois le prendre. Vas-y, refais. Non, mais je me suis dit, waouh, c'est free jazz un peu. Il y a eu des moments. Vas-y, refais un coup. Ok. Frère Jacques, frère Jacques, frère Jacques, frère Jacques, dormez-vous, dormez-vous, sonnez les matines, sonnez les matines, ding dang ding dang ding, frère Jacques, dormez-vous, dormez-vous, sonnez les matines, sonnez les matines. Ding dang ding dang ding ding dang dong. On s'entend bien. Oh, c'est parfait. On s'entend bien. Ah putain. Bon bah cet épisode il est fini. Va y avoir plein d'autres épisodes et si vous voulez être sûr d'en manquer aucun, voilà. Je me suis permis de te fermer ta gueule parce que t'es pas stylé. Voilà, maintenant ça c'est le nouveau David, le David de 2025. Un petit peu plus sexy. En tout cas, je l'espère. Bon, tout ça pour vous dire que faut s'abonner. C'est nécessaire. Moi, c'est ce que je vous conseille en tant que mec stylé. Colmini. Premier épisode avec les lunettes. J'ai pas les lunettes d'habitude ? Non, jamais les lunettes. Ah ouais ? Et c'est chiant ou pas ? Que sur France Inter, t'as les lunettes. Non. Plus maintenant. Je les ai jamais mis sur France Inter. Je les ai vus sur France Inter. Oui, mais en interview, pas dans ma chronique. C'est depuis que t'as écrit un livre en fait ça. Ouais, je crois que... Je le dis d'ailleurs, machin, je me suis réveillé, j'ai mis mes lunettes. Ouais, c'est bien, ouais. Je crois que ça me va très bien, ouais. Je crois que ça me va très très bien. Mais ça, j'ai toujours trouvé que ça m'allait très bien, mais j'avais une vue parfaite. Et ça me... Et l'année dernière, l'ophtalmologue me dit genre... Vous n'aurez pas besoin, mais oui, enfin... Si vous voulez en mettre, vous pouvez, ça va vous... Et je vois quand même mieux. Hein. Après, je vois bien sans aussi, mais je vois quand même mieux là.